toutes et tous. Je vais vous présenter un témoignage, en fait, une pratique parmi d'autres dans le secteur et aussi qui s'adresse non seulement au secteur, mais on sait très bien dans quoi on est, mais aussi aux autres qui seraient intéressés de savoir un petit peu ce qui se vit en particulier chez nous. Et donc, de qui parlons-nous et d'où est-ce que je parle? Je parle depuis comme chez nous, qui est donc un dispositif global qui a une première porte qui est effectivement un centre d'accueil de jour, mais qui a aussi de multiples portes, un peu comme les 3 portes et qui offre des possibilités d'insertion multiples. Et notre histoire est clairement liée à celle des relais sociaux qui avait pour premier objectif d'accueillir en urgence et puis de proposer des solutions d'insertion multiples. Et donc, le dispositif chez nous est parti d'abord d'un premier pas qui était celui d'être le premier seuil après la rue et d'une posture de considération de l'urgence vers une posture aujourd'hui que l'on veut de prévention des risques psychosociaux liés à l'errance. Alors, on parle des risques psychosociaux dans le travail social en général et dans le travail plus largement, mais c'est vraiment ici parler des personnes qui se retrouvent en rue et pour lesquelles c'est à la fois la cause et la conséquence qu'elles présentent des problématiques certes sévères, multiples et combinées, et qu'en plus, celles dont on va parler là maintenant, sont celles qui présentent des souffrances psychiques sévères. Alors, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, ou en tout cas que l'on voit de plus en plus dans le secteur, mais la littérature dit depuis très longtemps qu'il y a dans le secteur du sans-abrisme plus de 30% de personnes qui sont avec des profils psychiatriques, que si on y ajoute les personnes qui ont des troubles du comportement, on en arrive à plus de 50% des personnes qui s'adressent à nous. Et qu'au niveau de leur âge, il s'agit aussi bien, chez nous en tout cas, d'adolescents qui n'ont pas parfois encore tout de suite 18 ans, jusqu'à de grands aînés qui présentent en effet ces troubles. Ils sont en majorité des hommes, mais un certain nombre de femmes sont aussi présentes et elles ont cette particularité de présenter 100% de vécu de violence, que ça soit dans la petite enfance ou lié à leur vécu en rue. Et donc, derrière ces femmes et ces hommes, il y a aussi, il faut le savoir, sur un nombre de personnes qui fréquentent notre dispositif sur plus ou moins 1200 personnes différentes. Ça représente plus de 850 enfants qui ont un de leurs parents qui a été accueilli chez nous. Et donc, c'est dire l'importance pour nous de remonter le fil de cette précarité et d'avancer sur une approche des axes préventifs pour les générations futures qui ont été abordés par Christelle Garler tout à l'heure. Alors, ce que nous proposons, nous, c'est une posture d'accueil-pagnement, comme on l'appelle, c'est-à-dire, dans le cas précis ici des troubles psychiatriques, c'est de pouvoir les voir, les accueillir et les accompagner euh, dans ces souffrances psychiques pour lesquelles on doit tenter d'intervenir pour infléchir leur parcours de vie. Et donc, ça commence par l'offre d'un lieu sécurisé, ce qu'on appelle un contenant, et un point d'ancrage. Rien à voir avec un abri de jour où on pose une chaise, mais c'est un travail déployé depuis l'urgence, certes, pour répondre aux besoins primaires, mais surtout pour accompagner les personnes vers le soin psychomédico-social et donc le rétablissement. Et donc, c'est un contexte de souffrance psychique que le secteur connaît très bien, mais je vais juste en rappeler ici les contours. On est confronté à des troubles du comportement, à des troubles psychiatriques, avec des psychoses, des délires, des hallucinations, de la violence qui y est associée, des états limites, même des troubles dissociatifs, du retard mental aussi, euh, on l'a dit tout à l'heure, des précarités de construction même psychique dès l'enfance, avec des troubles d'attachement, des logiques abandonniques, qui ont un impact très important dans la manière dont les personnes vont pouvoir réagir à la main qui leur est tendue. Et sans oublier effectivement que tout ça est associé malheureusement à des consommations, qu'elles soient licites ou illicites, parce qu'il ne faut pas oublier que, on l'a encore vu dans le soir ce matin, l'alcool n'est qu'au fond un anxiolytique qui est en vente libre. Et donc l'enjeu est bien d'être un levier et de créer des conditions de rétablissement dans l'ensemble de ces dimensions. Alors dans notre pratique, l'accès à la santé physique et mentale est loin d'être une réalité dans les faits. Si on peut constater de nombreuses avancées ces dernières années avec les relais sociaux, avec le personnel soignant, de l'ensemble des structures en lien ou au sein des structures d'accompagnement des personnes en errance,
il n'est malheureusement pas tout à fait le même dans le secteur de la santé mentale, puisque comme l'a dit Coralie tout à l'heure, c'est une question de renvoi de balles, c'est du social ou c'est de la santé ou c'est de la santé mentale. Et nous sommes confrontés aux limites des cadres d'intervention de part et d'autre, cadres qui sont le plus souvent effectivement élargis au départ de ce dernier filet que nous représentons. Et donc, nous avons pu constater que malgré les efforts quand même du secteur de la santé mentale, le soin reste peu accessible pour des questions de temporalité, pour des questions de cadre de travail, pour des questions de méconnaissance, des particularités du public en très grande précarité et aussi des craintes de se faire médicaliser. C'est pourquoi on s'est retrouvé dans la situation de développer une approche spécifique. Alors certes, qui d'abord s'inscrit dans un large réseau de partenaires avec lesquels il faut créer des ponts, des maillages, combler des gaps. Alors ça va depuis les services de santé mentale, les hôpitaux psychiatriques, les SPAD, le 107 et tout autre dispositif qui d'une manière ou d'une autre peut être dédié à ces questions de santé mentale. Mais force est de constater que la clinique de la précarité est loin d'être chose acquise dans l'ensemble de ces réseaux avec lesquels nous sommes amenés à travailler. On a cité l'aide à la jeunesse, la petite enfance, euh, la justice même, avec tout ce que ces profils ont comme particularité. Alors, effectivement, on joue un peu ce parent social, ce facilitateur, ce créateur de solutions, mais on est aussi surtout confronté, les travailleurs sociaux et les personnes elles-mêmes, effectivement, à la conséquence de ces troubles vécus et aux multiples manières dont ils s'expriment dans nos lieux d'accueil et de vie. Et donc, il faut en tenir compte pour permettre que ces comportements et les interactions qui peuvent en découler tiennent compte du rapport des personnes dans lequel, la situation dans laquelle ils se trouvent au monde qui les entoure. Et donc, je vais l'illustrer brièvement par une petite vignette d'un jeune homme de 22 ans qui est arrivé en rue à sa majorité et qui a peu de contact avec sa famille, parce que son père est consommateur de drogue malheureusement et désigne son domicile comme un squat où il y a beaucoup de passages. Son père ne l'accepte plus chez lui suite à un conflit justement où ce fils essayait de lui faire arrêter sa consommation et sa mère est décédée. Ce jeune homme présente des difficultés à s'exprimer verbalement avec des tendances à parler de manière peu distincte et il est tout de suite preneur d'une consultation qui est proposée en amont par l'équipe éducative. À certains moments, il n'est même pas présent psychiquement. Il dit des mots qui n'ont rien à voir avec la conversation précédente. Il explique qu'à certains moments de la journée, il voit son corps devant lui et de dos faire des mouvements. Il a également certaines contractures musculaires et reste peu sur place. De par son vécu traumatique, agression physique, voire peut-être sexuelle, une dissociation provoque chez lui le fait qu'il se retrouve constamment de nouveau face à ces événements difficiles, avec sous forme de réaction ses absences psychiques. Il fait des cauchemars, il a des flashbacks. Il est difficile à récupérer dans l'échange et le ramener dans le moment présent. Une consommation de drogue est constatable, dont il dit que c'est pour l'aider à ne plus être dissocié. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et nous, concrètement, face à ça, on a déployé vraiment une approche avec une attention particulière à tout ça, parce que ça fait partie vraiment du quotidien des travailleurs, et donc une formation forcément à l'approche psychologique, à la reconnaissance des signes, des pathologies et surtout au déploiement de postures ad hoc. Une supervision clinique de cas qui a permis justement un travail d'adaptation, je dirais, du regard des équipes et qui s'est prolongé par la mise sur pied d'un groupe thérapeutique communautaire au sein même de l'accueil de jour d'urgence. On propose aussi un travail psychocorporel pour éviter que tout ne passe que par l'approche langagière. Et puis, un premier travail de diagnostic et d'objectivation des situations vécues a été mis sur pied, de se dire, tiens, une psychologue praticienne en hôpital psychiatrique est venue et s'est immergée dans la salle et a dit que finalement, cette salle n'était pas très loin, et était même identique à celle d'un hôpital psychiatrique. Et donc, c'est comme ça qu'une consultation de psychotraumatologie a été mise sur pied. Et puis, l'internalisation, après de très longues recherches, de cette fonction clinique qui non seulement accompagne les équipes, mais surtout permet d'être ce liant au départ de ces situations vécues en rue ou en errance vers l'ensemble du réseau de soins.
Et donc, c'est bien une approche psycho-médico-sociale intégrée qui permet à un certain nombre de ces profils très complexes d'éviter de mettre ce que j'appelle une jambe plate sur une jambe de bois, d'éviter de soigner la jambe cassée avant de leur proposer de réapprendre, enfin pas d'éviter, mais de soigner la jambe cassée avant de réapprendre à marcher. Alors la question était aussi de voir dans quelle mesure la crise sanitaire avait impacté notre public et nos pratiques. Ben évidemment, comme tout le monde, on a pu constater malheureusement un plus grand nombre de décompensations, de ruptures dans les trajets de soins, de souffrances aiguës et de recrudescence de violence qui finalement n'était en partie que la manifestation de tout ce qui vient de précéder. Alors tous les accueillis comme les accueillants ont dû faire face aux incertitudes liées à la crise, à la peur de la maladie, à la raréfaction des solutions disponibles et à la fermeture d'un certain nombre d'institutions. Mais la crise sanitaire a aussi été un levier pour créer de nouveaux ponts, par exemple numériques, où là, dans le soin, on a pu se dire, tiens, il y a une saturation sur un certain territoire, allons chercher du soutien sur des territoires qui seraient peut-être moins impactés par ces ponts numériques. Aussi par la modification de pratiques, où il y a quand même eu une attention et une compréhension peut-être plus importante à ces difficultés sévères et multiples. Et donc aujourd'hui, effectivement, on plaide pour que le secteur soit reconnu dans cette connaissance fine, finalement, du public avec lequel il vit quotidiennement, euh, et cette compétence déployée au fil des années. Il nous faut du personnel pluridisciplinaire, au-delà des fonctions sociales et éducatives, qui permettent en équipe de proposer une approche intégrée, qui remonte le fil de cette grande précarité et des souffrances psychiques qui y sont liées, pour s'attaquer aux racines de l'errance, entendre pourquoi elles en sont là aujourd'hui et proposer des comment aller de l'avant en intégrant des compétences psychologiques cliniques, l'accès au réseau, l'accès à la psychiatrie, et aussi en reconnaissant dans le chef du secteur de la santé mentale les compétences des travailleurs sociaux acquises sur une forme de diagnostic psychosocial des personnes avec lesquelles ils travaillent, et dans l'autre sens, des portes qui s'ouvrent et des seuils qui s'abaissent pour l'accès à leurs services. Alors, si les services n'existaient pas, ça serait, ou n'existaient plus, ça serait une victoire sur toutes ces formes de précarité et surtout le signe d'une société plus inclusive que jamais qui accepte ces différences et partage ces risques identifiables de trauma. Et si on n'existait pas à ce jour, oui, beaucoup de personnes resteraient dans des situations de grande difficulté pour répondre à ces besoins et surtout pouvoir s'orienter avec une boussole qu'ils n'ont plus dans la complexité des aides qui leur sont proposées. Et donc, pour nous, c'est être plus que accueillir et donner une chaise aux gens, c'est vraiment vivre avec elles dans cet apprivoisement mutuel et être un point d'ancrage, un repère qui devient ce contenant pour nous permettre ensemble d'enfoncer des portes, de créer des ponts et surtout de proposer de nouvelles solutions. Voilà, voilà. Merci à tous.